Voici une situation que vous avez forcément déjà rencontrée auprès d'un service client. Bonjour, vous êtes bien aux Acédiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans. C'est énervant, n'est-ce pas? Dans cette conversation avec Baptiste Jamin, vous allez donc apprendre tout un tas de techniques pour hacker un service client et ne plus vivre ce genre de moment. Comment en finir avec les attentes interminables au téléphone. Ça, c'est l'astuce magique. Quand au bout de plein d'essais ça marche pas, tu te tais. Comment obtenir gain de cause quand tout semble bloqué. Le truc killer, c'est ce qu'on appelle la loi, non? Comment utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à ses fins. Tu vas demander à ChatGPT, imagine que t'es mon avocat. Nous avons abordé tout cela dans notre échange. Bonne vidéo. Dans un premier temps, je te propose de commencer par le premier point qui est de rentrer en contact avec un service client mal construit. De ce que tu m'avais dit, la première étape, la chose la plus importante, c'est déjà de trouver le bon canal de communication d'une entreprise, parce que parfois un service client peut se positionner sur du chat, du téléphonique ou du mail, et il y a vraiment un canal qui est prioritaire. Donc je te propose de nous en dire plus sur ce point. En fait, c'est assez simple. Le but en tant que consommateur, c'est obtenir gain de cause. Donc, par exemple, tu es client d'une compagnie aérienne, tu as envie d'échanger ton billet d'avion, et ben en fait, statistiquement, c'est plus efficace d'aller au guichet à l'aéroport plutôt que de les appeler et encore pire, envoyer un mail. Là, ils vont jamais te rembourser ton billet d'avion si tu envoies un mail. Donc le but, c'est toujours de trouver le meilleur canal pour obtenir un gain de cause. Fut une époque, par exemple, c'était plus efficace d'aller directement au guichet. Par exemple, tu voulais obtenir gain de cause pour te faire rembourser la CAF et avoir les APL. Alors là, c'était la croix et la bannière et il fallait directement aller au guichet pour obtenir gain de cause. Maintenant, heureusement, ça a beaucoup changé. Encore, le plus souvent, c'est toujours le téléphone qui est le plus efficace. Donc, par exemple, sur la plupart des grandes boîtes françaises, tu prends EDF, Orange, SFR. Les conseillers de ce genre de boîte sont les mieux formés, les plus équipés au téléphone. Je sais que chez certains opérateurs, c'est pas les mêmes équipes qui sont au chat ou au téléphone, et en fait les équipes qui sont au téléphone sont plus expérimentées, mieux formées et ont des meilleurs outils. Donc en fait, quand tu vas leur demander certaines choses, et ben si tu les contactes par chat, ils pourront pas trop t'aider. Tu vois, ils vont te donner des informations, mais ils pourront pas te rembourser, par exemple, ou te renvoyer une commande. Ils pourront pas ce qu'on appelle accéder au SI. Ils pourront rien faire, si ce n'est juste te donner des informations d'ordre général. Donc ça, c'est assez important de trouver le canal le plus efficace. Donc ça, il n'y a pas de secret, il faut aller regarder sur Google. Et en général, si le numéro de téléphone est mis en avant, il y a de bonnes chances que ce soit le téléphone le plus efficace. Il y a deux choses par rapport à ça. Déjà, la première, je voulais savoir et avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de contacter une entreprise sur tous ces canaux? Non. Alors déjà, avant d'être un client relou, un client casse-couille, il faut quand même être un client sympa. Donc le truc que je peux conseiller déjà, quand on est client et qu'on a une mésaventure avec une entreprise, on les appelle par téléphone. On se présente, donc par exemple, si toi Léo, t'es téléconseiller, en général, le téléconseiller va dire « Bonjour, je suis Léo, comment je peux vous aider ?» Là, en tant que client, ce que tu vas dire, plutôt que de dire « Bonjour monsieur », tu vas dire « Bonjour Léo ». Déjà, ça crée une relation qui est beaucoup plus humaine. Enfin, c'est simple, mais un téléconseiller qui répond à des clients à longueur de journée, il aura plus envie de t'aider toi si t'es sympa que si t'es un gros nul au téléphone. Donc on est sympa, ça c'est la règle de base, et on essaie de simplifier aussi le problème. Ça sert à rien d'expliquer toute sa vie et d'expliquer son problème pendant 1 minute. On synthétise à mort. On explique son problème en 10 secondes. J'ai commandé il y a 1 mois, j'ai eu un problème avec ma livraison, j'ai besoin de votre aide. Et là, qu'est-ce qu'il va faire le conseiller? Ça sert à rien de raconter sa vie parce qu'il va vous demander encore une fois votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Donc, on est succinct. Le conseiller va vous demander vos infos, il va vous dérouler une série de questions. Et à chaque fois, on explique un seul problème. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez genre 2-3 problèmes avec la marque, vous omettez le reste des problèmes et vous vous mettez dans la tête du conseiller qui est en face de vous et on va essayer de résoudre ensemble un seul problème à la fois. Voilà. Donc par exemple, si tu as commandé des chaussures et en même temps que tu as une deuxième commande pour des polos qui n'a pas été reçue, eh ben d'abord tu vas demander pour les chaussures et après pour les polos, tu vois, et on ne mélange pas tout d'un coup. Et donc pour répondre vraiment efficacement à ta question, on va demander sur un seul canal.
en général. Tu prends le canal qui est normalement le plus efficace. Donc là, comme je te disais, on va voir sur les réseaux sociaux, sur Google, quel est le canal le plus efficace. Et on essaie par cette voie-là. Et si on voit que ça marche pas sur cette voie-là, ben là, on essaiera sur une autre voie. Donc en général, ça va être téléphone, mail, et puis là, on va descendre. Ça peut aller par Twitter. Twitter, il y a beaucoup de marques qui sont très très efficaces sur Twitter. Bon, après, il y a les derniers recours. Ça peut aller jusqu'au courrier recommandé. Et si ça marche pas au courrier recommandé, il y a encore d'autres astuces, mais on en parlera plus tard. Ouais, on en parlera plus tard. Ok, donc ça sert à rien de créer plein de dossiers, de contacter sur tous les canaux. Il faut y aller petit à petit en commençant par le plus efficace, quoi. On est de bonne foi et on est sympa. Alors ça, c'est vraiment le B à bas. Quand on est un client et qu'on a un problème, il faut être sympa. C'est simple, en fait, c'est humain. Si tu es un gros con avec la personne qui est en face, elle va pas avoir envie de t'aider, c'est normal. Donc voilà, on est sympa, on essaie toujours d'être sympa, et quand ça marche pas, là, on utilise une autre manière pour obtenir gain de cause. Pour en venir du coup sur ce que tu disais par rapport au téléphone, le paradoxe, c'est que, comme tu disais, c'est souvent le plus efficace, mais c'est aussi souvent là que ça bloque le plus, dans le sens où parfois c'est très difficile de rentrer en contact avec un humain quand on appelle sur un numéro de téléphone. Est-ce que tu as des techniques qui permettent, toi, de rentrer en contact avec un humain quand la première chose sur laquelle on tombe quand on appelle un numéro de téléphone, c'est un chatbot? Ah, c'est pas un chatbot, ça s'appelle un SVI, le serveur vocal interactif. C'est un truc qui a été créé dans les années 2000 et le but, c'est taper 1, taper 2, ou parfois tu peux parler directement. Et c'est un aiguillage. Alors moi, j'ai travaillé chez un opérateur sur la conception de ces systèmes-là à l'époque. Et en fait, figure-toi que les entreprises, elles sont obligées de mettre en place ce genre de standard. Parce qu'en fait, les clients, ils appellent mais pour 36 milliards de conneries, en fait. Et que juste les grandes sociétés, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc déjà, quand tu es client, la base, c'est que tu vas regarder sur Google si tu peux pas déjà te dépanner par toi-même. Par exemple, si ta box ne marche pas, je dis ça, mais vérifie qu'elle est branchée. Hein. Non, parce qu'il y a des gens, tu sais que c'est une des premières raisons d'appel. C'est en fait, les gens, ils n'ont pas fait gaffe, et la multiprise, il y a quelqu'un qui l'a débranchée, et voilà, Madame Michu, elle remarque que sa box, elle ne marche pas, elle ne peut plus appeler, et là, elle appelle SFR ou Orange parce que la box ne marche pas. Bon, ça paraît con, mais c'est une des raisons des pannes les plus courantes. Donc c'est pour ça qu'il y a des serveurs vocaux qui essaient de poser ce genre de questions qui paraissent stupides, mais qui vont résoudre un tiers des problèmes. Mais pour autant, c'est extrêmement pénible quand tu es client, que tu as un problème un petit peu complexe, que tu essaies d'appeler un numéro pour avoir de l'aide, et que le serveur vocal ne t'ait d'absolument aucune utilité. Et en fait, tu sens que tu arrives dans des ramifications, et qu'à chaque fois, il t'envoie sur Internet, et qu'il essaie pas de résoudre ton problème. Alors, ce que je peux conseiller quand ça arrive, c'est on se tait. On ne dit rien. Et moi, j'avais un collègue, un coloc, qui avait un problème comme ça pour installer une box qu'on avait reçue à l'appart. Et ça le rendait fou. Enfin, je voyais, il était en train d'insulter le téléphone. Et je lui dis, attends, tais-toi. Mais pourquoi ça fait 10 fois que je les appelle, ça marche toujours pas. Justement, je te dis, tais-toi. Et donc là, tu sens que ça le gêne, quoi. Mais il se tait. Et là, au bout de 60 secondes, hop, tu as une tonalité, et là, il y a quelqu'un qui décroche. Et ça, c'est l'astuce magique, c'est quand, au bout de plein d'essais, ça marche pas, tu te tais. Et là, ça crée une exception. Les serveurs vocaux, ils sont conçus comme ça. C'est à force d'essais, quand ils comprennent pas ce que tu veux, et ben là, on route vers un humain. Et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un téléconseiller quand ça marche pas. C'est toujours conçu comme ça, ou des fois ça arrive que, comme il n'y a pas de réponse, la ligne coupe? Non, après ce que je dis, c'est pas une règle générale, mais ça marche très très bien. La plupart des services vocaux, ils sont conçus comme ça. Quand ils comprennent pas ce que tu veux dire, au bout de quelques essais, ils te routent vers un humain. Ok, génial. Pour passer maintenant sur un autre canal qui est le chat, je voulais voir avec toi si tu avais des astuces également ou des techniques qui permettaient d'avoir une réponse plus rapidement. Alors là, c'est pareil. Il faut être le plus concis possible. Ça sert à rien de faire un gros pavé, il faut être concis. Alors, il y a des gens, par exemple, ils ne savent pas écrire par chat. C'est extrêmement pénible. Ou genre, ils vont écrire, genre, chaque mot est un message. Tu vois, ils vont faire bonjour, hop, j'envoie. Je m'appelle machin, hop, j'envoie. C'est insupportable. Arrêtez de faire ça. On explique de manière concise son problème et on va attendre que le téléconseiller réponde. Et là, on fait exactement ce qu'il demande. Bon, pour ce point, je pense qu'on a fait brièvement le tour. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet quand on a vraiment un problème avec un opérateur. Déjà, est-ce que toi, tu pourrais recommander, quand ça bloque totalement avec un opérateur, de passer par
de demander son supérieur ou de passer par quelqu'un d'autre? Ça dépend. Ça peut bloquer les gens. Et c'est normal. En fait, il faut vraiment comprendre deux trucs. Il y a des boîtes qui ont un bon support client et des boîtes qui ont des mauvais supports clients. Donc, par exemple, moi, j'ai eu des problèmes avec des boîtes qui sont censées avoir des bons supports clients, genre Apple. Là, d'eux-mêmes, quand eux, ils sont bloqués et qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de solution à t'offrir, là, ils vont te passer un supérieur. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir sauté genre 3-4 niveaux en une demi-heure comme ça. Jusqu'à arriver à vraiment une personne très experte en France et des personnes comme ça, il y en a très très peu où elles vont appeler carrément les États-Unis. Mais ça, c'est très rare. C'est des entreprises qui ont plutôt un bon support client où d'elles-mêmes, elles vont te transférer un supérieur. Maintenant, il y a des entreprises où c'est pas de la faute aux agents de support, mais ils sont nuls. C'est comme ça. Ils sont mal câblés, il y a des bugs dans tous les sens, ils sont mauvais, c'est comme ça. En général, appeler un supérieur, ça va pas servir à grand chose. Parce que le supérieur, il sait qu'ils n'ont pas les moyens de faire face aux problèmes, qu'il va pas plus t'aider. Ce qui peut aider dans ce genre de boîte, c'est envoyer genre un courrier recommandé à la hiérarchie assez haut. Et là, ça va descendre en cascade et là, ça peut taper assez fort ouais, quand ça redescend. Qu'est-ce que tu dis dans ton courrier recommandé? Il faut leur expliquer genre la débilitude de leur mode de fonctionner. Mais ça, c'est des choses qui arrivent relativement rarement. Ce qui est important, en fait, quand on a un problème, plutôt même que d'appeler un supérieur, c'est genre harceler, quoi. C'est surtout la répétition qui va marcher. T'insistes, tu relances, tout le temps. Et ça finit toujours par marcher. Tout le temps, tout le temps. On prend un canal. Si ça marche pas, on utilise une méthode différente. Jusqu'à aller au courrier recommandé s'il le faut. Et on insiste tout le temps. Et par rapport aux gestes commerciaux que tu peux demander quand tu as un problème, comment ça se passe ça? Il va falloir montrer déjà ton insatisfaction la plus profonde. Genre, attendez, ça fait des années que je suis client et on me traite comme ça. Moi, par exemple, chez Apple, j'aime beaucoup cette marque, mais j'avoue que j'ai eu un tas de problèmes avec mes MacBooks et mes iPhones. J'ai dû faire 3 réparations une fois sur un de mes MacBooks, quoi. Genre, c'est un scandale. Genre, il te le répare tout le temps et le truc, il tombe toujours en panne. Il y a un moment, j'ai pété un câble au téléphone, je leur ai dit, mais c'est n'importe quoi quand je vois la thune qu'on vous file chaque année pour ma boîte. Je perds un temps colossal en réparation au point que j'ai dû acheter un deuxième Mac. Tellement mon Mac était mobilisé en réparation que j'ai acheté un Mac à côté, tu vois. Et au final, puisque les solutions qu'elle m'offrait ne me satisfaisaient pas, qui étaient réparer mon Mac encore une fois, j'aurais dit non mais moi je veux qu'on me remplace mon MacBook. Et on t'a dit quoi? Et ils m'ont rappelé et puis ils m'ont dit alors monsieur Jamin, on a un problème. C'est que le MacBook que vous aviez n'est plus fabriqué. Du coup, on va devoir vous en redonner un nouveau, mais pas du même modèle, mais c'est un mieux. Ah bah c'est dommage. Donc voilà, donc ils m'ont redonné un MacBook 16 pouces au lieu de 15 pouces. Et ça m'est arrivé une fois aussi sur mon iPhone et j'avais une panne de micro et ils me l'ont remplacé. Le principe de base, c'est que si on ne demande pas, peut-être que ça marchera pas. Tu vois. Mais si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc, il faut demander. Je voulais qu'on parle aussi plus de vraiment quand ça bloque totalement et qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'accord qui arrive à se trouver entre les deux parties. Je voulais aussi qu'on parle du côté législatif, de la loi qui peut être utilisée pour se faire rembourser ou pour obtenir gain de cause. Tu m'as parlé de la loi Hamon, toi? Ouais, alors ça, c'est le truc à utiliser en dernier recours. Mais moi, ça m'est arrivé vendredi dernier. J'ai fait un achat de cette chaise sur laquelle je suis assis chez Vente Privée. Au mois d'octobre. Et en fait, quand je reçois le colis est juste... il est intact, mais il y a une des 4 chaises dans le colis qui est fracturée. Et donc, ils me proposent un remboursement. Moi, je demande un retour. Et eux, ils me proposent un remboursement de 30% sur ma commande. Je ne vois pas ce que je vais faire avec 3 chaises sur 4 pour une table de 4. Ça ne me sert absolument à rien. Donc, moi, j'ai demandé le retour et qu'ils me reprennent ma commande. Et en fait, depuis le mois d'octobre, j'en étais à un dialogue de sourds où le système de support client de vente privée est extrêmement mal fait. Par exemple, quand tu envoies un mail sur vente privée, ils te répondent, mais tu ne peux pas répondre, toi. Tu vois, c'est que dans un sens. Donc, à chaque fois, pour répondre, il faut que tu rouvres un ticket, que tu réexpliques ton problème, et à chaque fois... C'est extrêmement pénible. C'est les fameux retours ne pas répondre, quoi. Ouais, c'est insupportable leur truc, mais je pense qu'ils le font exprès vente privée. Et voilà, avec une marque qui voulait... pourtant, j'étais de bonne foi, quoi. Mais une marque qui voulait juste pas du tout ni me rembourser, ni me
remplacer ma chaise. Non, ils voulaient vraiment rien savoir. Et donc là, j'ai invoqué le truc killer, c'est ce qu'on appelle la loi Hamon. La loi Hamon, en gros, c'est une loi qui est sortie en 2014. C'est un petit peu le satisfait ou remboursé. Dans la loi Hamon, quand tu reçois un colis, de base, tu as, je crois que c'est 2 semaines ou 1 mois pour retourner, pour te désister. Donc si tu n'es pas content, bah, tu renvoies la commande à tes frais. Mais voilà, si tu n'es pas content, ils te la reprennent. Et si la commande elle est cassée, là, ils doivent te remplacer sous 30 jours le truc qui est cassé. Et donc moi, c'est clairement pas le cas. Si en 30 jours, ils n'ont rien fait, légalement, ils doivent te rembourser direct. Direct. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai invoqué la loi Hamon. Je leur ai envoyé un mail en disant, bah voilà, vous n'avez pas respecté la loi Hamon. Et en même temps, j'ai fait un signalement à la DGCCRF. Donc ça va être signalement.conso.fr, un truc comme ça. Et en fait, là, c'est une plateforme de l'administration où, en tant que client, tu peux te plaindre à l'administration à propos d'une boîte. Et quand l'administration reçoit trop de plaintes pour une entreprise, là, elle enquête. Et quand j'ai fait ça, je t'assure, hein, alors que ça faisait depuis le mois d'octobre 2022 que je me plaignais, là on est en avril 2023, j'ai reçu mon remboursement en 4 heures. Alors ça marche qu'en France, hein, mais voilà, c'est la loi française, c'est la loi Hamon. Je crois que tu as la garantie de 2 ans, et voilà, cette histoire de remboursement si tu n'es pas content. Peut-être que je me trompe, mais tu m'avais pas aussi dit que la loi Hamon, l'entreprise devait la mentionner sur son site, et que si elle la mentionnait pas, ce délai passait à 1 an, si je me trompe pas? Ouais, absolument, ouais. Dans leurs conditions générales de vente, il faut qu'ils mentionnent ça. Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire que tu as 1 an de rétractation. Mais voilà, avant d'utiliser ce genre de méthode un peu juridique, juste essayez d'être sympa, obtenez gain de cause. Moi j'ai fait ça parce que juste on était face à une marque qui a, je crois, 2,2 sur 5 en avis sur Google. Et juste, quand tu vois les avis Google, genre, ils font le même coup à tout le monde, quoi. Juste, c'est mérité, quoi. Il y a un moment, vous êtes mauvais avec les clients, vos produits sont merdiques. Genre, un jour, ça va leur péter à la gueule. Donc ça, c'est pour des entreprises. Et quand tu as un problème avec une administration, ce que je conseille, moi, c'est de passer par le médiateur. Donc que ce soit l'URSSAF, que ce soit les impôts, que ce soit la CAF, eux, ils ont ce qu'on appelle des services de médiateurs. Moi, j'ai eu plein de problèmes administratifs avant. C'est quelque chose qui marche assez bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'administration, ils veulent pas te répondre, tu prends un courrier recommandé et tous les mois, tu les harcèles, quoi. Donc, tu vas sur le site de la Poste et sur la Poste, tu peux directement envoyer un courrier recommandé sans même te déplacer à la Poste. Donc, en fait, ils vont envoyer le courrier recommandé pour toi. Et en face, il y a vraiment le facteur qui va remettre en main propre ton courrier recommandé, sans que tu aies à te déplacer et imprimer toi-même le courrier. Donc, on harcèle, en gros, tous les mois, on envoie le courrier recommandé. Et à un moment, ça va finir par se débloquer. Si ça ne marche pas, on fait appel au médiateur. Donc là, le médiateur, on lui dit, bah ouais, ça fait 3 fois que j'envoie un courrier recommandé, ça ne marche pas. Et si ça ne marche toujours pas, là, il y a un truc qui marche. Et moi, j'ai utilisé ça 2 fois. Léo, est-ce que tu savais qu'on peut envoyer des courriers sans timbre en France à 2 administrations? C'est lesquelles? Eh ben, genre, je sais qu'il y a l'Élysée et je crois qu'il y a Matignon aussi. Tu peux envoyer un courrier, t'as pas besoin de le timbrer, tu leur envoies un courrier, ils vont le recevoir. Je crois que l'Élysée reçoit 5000 courriers de plaintes chaque jour. 5000? Ouais, et ils les traitent tous. Alors évidemment, il y a beaucoup de classements vertical, mais moi, une fois, j'avais un problème avec l'URSSAF, où en fait, quand Emmanuel Macron a été élu président en 2017, ils ont promis de supprimer un truc qui s'appelait le RSI. En gros, c'était la sécurité sociale pour les indépendants, et rattacher ça au régime général qu'est l'URSSAF. Moi, j'ai créé CRISP en France en 2017, pile au moment où la loi allait passer. Je crois qu'elle est passée en décembre, on a fait la demande fin novembre. Et je me suis retrouvé non affilié à la sécurité sociale pendant 1 an et demi, je crois. Donc là, j'ai utilisé les méthodes standards, envoyé les courriers recommandés, je les ai appelés, ça ne marchait pas. Et donc là, en désespoir, j'envoie un courrier recommandé à l'Élysée où je dis, voilà, j'explique mon histoire, je crée ma boîte, il y a un bug, et là, moi, j'ai juste plus de sécurité sociale depuis 1 an. Et en fait, ça a marché. On m'a renvoyé un courrier qui a été signé par un des directeur de cabinet, je crois, à l'Élysée, en disant voilà, on a bien pris en compte votre demande et on a transmis aux services concernés. Et quelques semaines plus tard, je suis en train de faire mon shopping à Paris et là, j'ai une madame de l'URSSAF qui m'appelle en se présentant, en disant bah voilà, on va tout reprendre depuis le début. Et voilà, ils ont juste résolu tout à la main. Et donc pendant 1 an, j'envoyais mes déclarations par mail, tu vois, c'était vraiment à la main.
Et voilà, ils m'ont assisté comme ça. Donc voilà, rien n'est jamais perdu. Faut juste insister tout le temps, et puis après, si ça marche pas, tu contactes le médiateur, et si ça marche pas, tu contactes tout en haut de la pyramide à l'Élysée, t'envoies un petit courrier pas recommandé, mais un courrier simple, tu vois, et ça marche. T'as toujours eu une réponse quand t'as fait ça? Ouais, je t'assure, ouais. C'est marché 2 fois. Ok. Et comment tu trouves ce médiateur? Alors, tu as un médiateur en général par service public et c'est par région. Donc, par exemple, si vous habitez en Bretagne, vous cherchez le médiateur de la CAF en Bretagne. Il faut juste lui envoyer une lettre. C'est un service qui est dédié. Et puis voilà, on explique son histoire. On explique tout depuis le début. Et puis, il est censé gérer le truc. Je voulais qu'on revienne aussi sur... la première vidéo qu'on a faite ensemble, c'était sur l'intelligence artificielle. Ouais. Je voulais qu'on voit ensemble un petit peu les façons d'utiliser l'intelligence artificielle par rapport à ce type de problème. Donc, par exemple, pour la rédaction de lettres, pour la rédaction de mails. Ouais. Ça peut être efficace en utilisant certains prompts. Donc, dans la précédente vidéo, je disais que ChatGPT est très très fort en jeu de rôle. Et en fait, c'est un très très bon avocat. Donc, tu vas demander à ChatGPT, genre, imagine que tu es mon avocat, spécialisé genre en droit de la consommation, et moi, ton client, j'ai tel problème, quel article de loi on peut invoquer? Et donc là, il va te sortir tout un tas d'articles de loi tel que c'était ton avocat. Et maintenant, tu vas lui dire, écris-moi une lettre de mise en demeure. Et donc là, il va t'écrire une lettre de mise en demeure comme si c'était un avocat qui l'avait rédigé. C'est extrêmement efficace. Ok. Très clair. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, d'autres techniques à ajouter par rapport à ce qu'on a dit? Bon, comme je disais, avant d'invoquer les textes de loi, avant d'utiliser ChatGPT, les courriers recommandés, tout ça, genre, ce qui marche le mieux, c'est d'être sympa. Quand tu es sympa, les gens, ils t'aident. Ça, c'est le truc de base. Nous, par exemple, Crisp, on fait du support client pour nos propres clients. Je peux te dire que les clients sympas ont clairement un traitement de faveur et qu'on les connaît. Voilà, on a des clients qui nous ont contactés juste pour nous dire, depuis l'Australie, bonne chance quand il y a eu la Coupe du Monde. Genre, le mec, il se réveille à 22h, 23h pour se dire, ah, Crisp, je les aime bien, ils sont français, je vais leur dire bonne chance pour la Coupe du Monde, tu vois. C'est incroyable, ça. Et voilà, donc quand t'es sympa, juste t'obtiendras gain de cause.